Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce club francophone, votre émission consacrée aux livres et à la francophonie. Nous allons voyager ensemble depuis les studios de TV Monaco avec ce rayonnement international à travers nos séquences et reportages. Aujourd'hui, nous irons à Marseille avec l'écrivain à succès Bernard Minier. L'un des rois du roman policier a décroché récemment le prix de l'évêché Polar du Sud. Nous l'avons emmené à l'hôtel de police de Marseille, surnommé justement l'évêché, pour un entretien inédit dans un lieu évidemment très protégé. Dupont de Ligonnès, la dernière fois il est filmé par les caméras de surveillance à Roquebrune-sur-Argent. Oui. Il a un roman dans les mains quand il sort de sa chambre d'hôtel. Et c'est glacé, c'est mon roman. Ah bon? Oui, Je savais pas ça. Il a été filmé par les caméras de surveillance. La police de Nantes a même lu le livre pour avoir des informations. Entretien et autorisation exceptionnelle, notamment dans les couloirs de la crime avec Bernard Minier tout à l'heure. Et puis notre club de lecture avec une jeune lectrice lycéenne et les pépites des libraires. L'effervescente Déborah Damblon sera en duplex de Bruxelles. Et justement, on commence cette émission avec une grande personnalité belge, auteur de bande dessinée, mais aussi écrivain, peintre et sculpteur, chroniqueur pour la radio et la télévision. C'est aussi le maître des chats. Bonjour Philippe Geluck. Bonjour Emmanuel. Bienvenue dans le club francophone. Philippe, vous êtes dans votre lit ou quoi là ? Oui, vous avez vu l'heure qu'il est. Non, alors vous savez qu'en Belgique, on avait Johnny Hallyday et là, vous avez Philippe Alité. Je vous explique pourquoi. Regardez, on m'a demandé de faire un placement de produit. Il s'agit donc d'une béquille. J'en utilise deux quand je dois me déplacer parce qu'en fait, j'ai subi une opération à la cheville. D'accord. Qui a suivi la chute d'un toit, une chute de 5 mètres de haut sur le pied droit qui était légèrement amoché. Et donc, je ne vous donne pas tous les détails parce que je ne veux pas vous tirer les larmes, mais j'en ai pour 6 semaines au moins avec allongé la jambe en l'air. Bon, votre dernier ouvrage, c'est L'origine du chat, qui est sur l'écran derrière moi, que vous voyez, mais vous êtes aussi avec nous pour un livre collégial édité avec TV5 Monde autour de la francophonie, un livre qui s'appelle Les 101 mots de la francophonie, qui propose à 101 personnalités de répondre par un mot et un texte à cette question. Quel mot parmi tous raconte votre lien à la francophonie? Et vous avez choisi le mot langue, Philippe. Langue au chat, par exemple? Oui, rassurez-vous, c'est pas un hommage à l'ancien ministre de la Culture. Hein. Français. Alors, et aussi, petite précision, et je m'adresse ici aux personnes qui ont mis le livre en page, c'est que si vous cherchez mon nom dans la liste alphabétique de la fin du livre, mon nom, Geluck, est à la lettre F. Oui, j'ai remarqué. Rien de grave. Alors, j'ai choisi le mot langue parce que je trouve que cette langue française que nous aimons tant, que vous servez comme un mousquetaire qui est totalement dédié à son souverain, à notre souverain, la langue française, c'est une langue que j'aime aussi parce qu'elle a diverses approches et qu'on la parle différemment en Suisse, en France, dans certaines régions de la France, au Québec, en Afrique. Et vous dites qu'elle vous émerveille, mais qu'elle vous fait rire aussi, Philippe Geluck. Vous donnez par exemple le mot le plus long de la langue française, qui est aujourd'hui hippopoto-monstro-skipédaliophobie. Oui, qui a devancé de beaucoup le anticonstitutionnellement de notre enfance. Mais j'ai découvert ça m'a fait rire. Et en fait, ce mot, dont je ne peux pas vous donner la définition exacte, mais je crois qu'il a trait justement à la phobie des mots trop longs. C'est ça, exactement. Oui, c'est ça le paradoxe. Oui, c'est vrai que c'est une langue qui est très vivante. Ils auraient pu. Il y a plein de choses absurdes dans la langue française, en fait. Alors, je souligne notamment ce paradoxe des chiffres, c'est que, et je m'amuse d'ailleurs lorsque je dois dicter un numéro de téléphone à un ami français et que je lui dicte les chiffres lentement en disant 45, 60, 17, et il ne sait pas s'il doit écrire 60 et puis 17 ou 77. En Belgique, on dit 77. C'est réglé. Et les Suisses disent aussi c'est 77. Voilà. Des choses comme ça, et ça m'amuse follement.
Bon, vous avez joué en tous les cas toute votre vie avec les mots, Philippe Geluck. Le chat est un modèle pour les jeux de mots, même si parfois ils sont un peu honteux. Vous avez des idées que vous notez ou bien vous travaillez en étant comme ça concentré pour trouver les bons mots à votre table de travail? Alors c'est les deux, et pour l'instant c'est sur mon lit de travail, parce que je continue à dessiner. Vous savez, j'ai mon carnet, j'ai mon truc, et je travaille, je dessine couché. Le résultat n'est pas toujours terrible, mais je les referai quand je serai dans une position normale. Alors, en fait, je ne travaille pas 24 heures sur 24, mais 10 heures sur 24. Et j'ai deux méthodes de travail. L'une consiste à essayer d'attraper les idées qui me passent par la tête. Et puis, il y a la façon plus concentrée de travailler, c'est de se mettre à sa table. C'est ça. Avec sa plume ou son crayon, devant une feuille blanche, et dire « Allons-y maintenant, mon gars, essaye de sortir ce que tu peux de mieux. » Bon. Et en général, quand une idée vient, il y a une deuxième qui suit, et puis une troisième qui se bouscule, une quatrième, et c'est parti pour la journée. Bon, je termine avec une réflexion de vous, Philippe Geluck, parce que elle illustre parfaitement la versatilité de la langue française. Je me souviens d'une blague de Noël racontée dans votre livre, Geluck pète les plombs, avec un jeu de mots qui disait « On va bourrer plein de trucs avec des herbes dans ton cul de grosse dinde ». C'est quelqu'un qui disait ça donc à une dinde, et la dinde répond « C'est une blague », et l'autre lui dit « Non, c'est une farce ». Et effectivement, c'est ça la langue française, c'est qu'on part d'une succession de mots a priori vulgaires, mais on arrive à renverser l'interprétation. Voilà. Alors la vulgarité et moi, c'est vraiment deux choses totalement étrangères. C'est vrai. Tandis que la grossièreté, ça peut faire rire. Et j'aime bien effectivement toujours être sur la limite, de jouer avec la frontière, jusqu'où ne pas aller trop loin, mais tout juste, tout juste. Bon, merci beaucoup Philippe Geluck. Je sais que vous travaillez en ce moment à une surprise pour la rentrée prochaine avec un album du chat, évidemment. On n'en dit pas plus. C'est ça. Non, c'est gentil, vous le savez, mais motus et bouche cousue, parce que ça va évidemment créer la stupeur auprès du public, l'enthousiasme, j'espère, et la stupeur dans le monde politique. D'accord. Voilà, on n'en dit surtout pas plus. Philippe est le roi de la communication. Et notez que les 101 mots de la francophonie, ce livre dont on parlait au cours de cette séquence, est paru chez Archibook. Il faut absolument lire ce livre. Merci beaucoup Philippe Geluck. Merci Emmanuel, c'était un bonheur de vous revoir. Ravi également, ravi de vous retrouver. À très bientôt, on parlera de votre actualité à la rentrée bien sûr. On change complètement d'ambiance et on part à l'hôtel de police de Marseille avec le célèbre auteur de romans policiers Bernard Minier. Restez avec nous, ce que vous allez voir est très rare à la télévision. Nous avons eu une autorisation exceptionnelle pour tourner dans les couloirs de ce lieu hautement protégé. On arrive du côté de l'évêché avec un lieu emblématique. On a une autorisation exceptionnelle de la police. Bonjour Bernard Minier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ici à Marseille. Avec plaisir. Vous êtes auteur de romans policiers à succès. La police nationale nous a donc autorisé d'entrer dans l'évêché, au cœur de l'évêché. Donc c'est un lieu important, j'imagine, pour vous, parce que des commissariats, vous avez dû en fréquenter, non? Ouais, j'en ai fait quelques-uns, en France et même à l'étranger aussi. J'ai pas mal voyagé, oui. La corporation, je la connais un peu. Et ici, vous êtes déjà venu? Alors, l'évêché, je suis jamais rentré. C'est un lieu je connais le quartier, mais je connais un peu la ville, un petit peu. Mais oui, c'est... On va vous raconter rapidement l'histoire. Juste avant, je crois que vous avez été contrôleur des douanes, vous, avant d'écrire. C'est ça, contrôleur principal des douanes. Oui, 25 ans de douane, avant de devenir auteur de romans policiers. Donc c'est votre travail avec les forces de l'ordre qui a inspiré aussi en partie ou... Non, du tout. En fait, au départ, c'était mon premier roman, c'est Glacé, et c'était un peu un exercice de style. Je n'étais pas un gros lecteur de polar. J'avais lu Chandler, j'avais lu Conan Doyle, Simenon, etc. Mais ce n'était pas vraiment ma cam, si j'ose dire, dans un endroit pareil. Et puis, il y a plein de jeux de mots possibles ici. Oui, voilà, je sais bien. Oui. Et c'est un exercice de style et le succès est arrivé très vite. Et donc j'en ai écrit un deuxième, puis un troisième. Et puis nous voilà ici, 15 ans plus tard, avec je ne sais pas combien de romans depuis. Et des milliers, des centaines de milliers de livres vendus depuis. Oui. On va vous faire visiter quand même cet évêché.
On va passer par l'escalier qui est là. Alors, c'est un lieu, je le disais, emblématique, un lieu historique, cet hôtel de police qui est installé dans un palais épiscopal, classé monument historique dès 1978. Et en fait, c'est en 1906, en application de la loi de séparation de l'Église et de l'État, eh bien que Monseigneur Andrieux, qui était l'évêque qui occupait ce palais, est expulsé. Et 2 ans après, on en fait l'hôtel de police. D'accord. Voilà. Okay. La foi est remplacée par la loi. C'est ça. Il y a un symbole tout particulier. Ah oui. Oui. Alors là, on est dans cet ensemble-là qui est face à la cathédrale de la Major qui est là. Qui est une merveille aussi. Qui est une merveille absolue et qui des était une sorte de Marseille, d'annexe, j'imagine. En tout cas, c'était en lien avec voilà, les monuments religieux de Marseille. Et c'est ici le monument historique. Bon Bernard, on va parler de votre dernier roman, H, avec une histoire criminelle évidemment. Et on va passer par la brigade criminelle ici à l'hôtel de police, dans le couloir. Alors c'est un privilège parce que normalement on n'a pas le droit de filmer, mais on va vous montrer ce lieu chargé. Vous allez voir, j'y suis passé tout à l'heure, c'est chargé d'émotions, en tout cas chargé de plein de choses. On ressent quelque chose. Ah bah je suis très curieux de voir ça. Allons-y. Allons-y, passez par là. Bernard Minier, pour écrire des histoires policières inspirées du réel, faut-il avoir une passion pour le crime, ou du moins pour les mobiles des crimes? Il faut avoir une passion pour l'humain, je pense, en fait. Pas spécialement pour le crime, il y a même des romans policiers où il n'y a pas de crime, ça existe. Il faut avoir une passion pour la patte humaine, pour l'être humain. Et l'être humain, il est complexe, il a des aspects obscurs, une face obscure, et c'est cette complexité qui est intéressante, c'est la nuance, on n'est pas dans le blanc et le noir, on est tout le temps dans le gris, et c'est ça qui est intéressant. Mais moi je ne distingue pas trop l'auteur de romans policiers, qui est une littérature de genre, du romancier en général. Ce qui m'intéresse, c'est de la littérature en général. Oui. Bon, alors on a une porte blindée, hop. Ah oui. Je vois qu'il y a une soirée à la brigade criminelle. Le 28 mai, c'est ça. Dans votre roman H, Bernard, vous évoquez librement l'affaire Patrice Allègre, tueur en série toulousain, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2002. Il est reconnu coupable de 5 meurtres de 5 jeunes femmes et on suppose qu'il en a aussi tué 6 autres. C'est une histoire terrible et c'est ce qui se passe, enfin en partie, hein, vous vous en inspirez. Oui. Il n'est jamais nommé, hein, c'est très allusif. Voilà, il n'est pas nommé. Oui, c'est très allusif. On pense à lui, évidemment. On pense à ses victimes et aux meurtres qui ont été commis, oui. En fait, comme je l'ai dit, on part toujours du réel pour aller vers la fiction. Et la pure imagination, ça n'existe pas. Donc, on s'inspire de ce qui s'est passé dans la région. Moi, je m'inspire de cette affaire terrible qui a été une espèce de séisme, puisqu'il y a eu le volet politique aussi là-dedans. Il y a eu toutes sortes de rumeurs qui ont couru. Ça a été absolument épouvantable pour certaines personnes. Et des délires complets. Et aujourd'hui encore, je pense que l'inconscient toulousain est marqué par cette affaire. Ouais. Bon, on est dans ce couloir de la brigade criminelle, donc c'est un lieu avec beaucoup d'armoires, évidemment des archives, et puis des salles d'interrogatoire notamment, on imagine. C'est assez fort, on ne peut pas le décrire évidemment à l'image, mais moi je ressens quelque chose d'assez fort ici où on sent qu'il y a un vrai travail qui est fait, et en tout cas une atmosphère qu'on peut retrouver d'ailleurs dans vos romans. Que j'essaie en tout cas de retranscrire avec mes mots, mais c'est évidemment très compliqué et c'est ça toute la difficulté de ce métier, c'est d'arriver à faire passer des émotions, des états d'âme, à travers un vocabulaire, à travers et dans mes romans, les atmosphères sont très importantes en réalité. C'est quelque chose qui est très présent. Et d'ailleurs, je ne peux pas
Je ne peux pas avoir une idée, démarrer une histoire sans avoir une atmosphère particulière à l'esprit. Ouais, c'est ça. Bon, un mot sur H, donc c'est le 9e volet des enquêtes du commandant Martin Servaz. Dans une région toulousaine, donc, où plusieurs femmes disparaissent, un journaliste va être trouvé pendu aussi. Et puis, en même temps, il y a votre tueur en série, Julian Hirtmann, qui s'évade d'une prison autrichienne. Tout est en place donc pour cette grande enquête et Servaz va se retrouver dans un système un peu complexe avec des notables qui sont impliqués, avec des médias aussi, enfin tout se mélange. Comment expliquez-vous que certains policiers ou certains médias se retrouvent dans des situations criminelles et se retrouvent à mélanger, à confondre les genres totalement, comme c'est le cas dans l'histoire? Alors là, pour le coup, c'est en plus, ça se complique beaucoup dans le roman parce qu'il y a des espèces d'internautes aussi qui mènent l'enquête de leur côté, ce qu'on appelle des web flooders. Les réseaux sociaux où chacun devient enquêteur. Mais c'est parce qu'en fait, on est dans une société aujourd'hui où effectivement tout se mélange, où l'apparence est presque plus importante que la vérité et où tout le monde, avec l'horizontalité des réseaux sociaux et l'Internet, tout le monde a son mot à dire sur tout, y compris des profanes. Ouais. Et moi, par exemple, en tant qu'auteur, je me considère comme un professionnel de la profession, comme disait Jean-Luc Godard. Quand j'ai un profane qui veut m'expliquer comment on doit écrire, quelque part, ça me gêne un peu. Et aujourd'hui, avec Internet et cette horizontalité, tout le monde intervient, aussi bien dans les enquêtes policières que dans toutes sortes de choses. Et tout le monde se sent légitime de le faire. Et du coup, on est dans une situation très étrange où, effectivement, les policiers à côté d'eux ont une espèce de concurrence par des gens qui ne sont pas du tout formés pour mener une enquête. Et c'est au fond de ça que je voulais parler dans H, de ce nouveau monde, cette nouvelle société dans laquelle on est entré, où tout le monde peut intervenir sur toutes sortes de choses. Alors de temps en temps, il arrive qu'ils arrivent il y a un cas très célèbre qui s'appelle le cas de Luca Rocco Magnotta, ce terrible dépeceur de Montréal, où un groupe de web flooders, d'enquêteurs du web, a quand même réussi à le localiser et à l'identifier avant la police. Bon, ça, c'est un cas exceptionnel. Hein. Il y a cette figure du mal aussi, incarnée par Hirtmann dans votre livre, Bernard Minier. Comment expliquez-vous que le mal puisse surgir à ce point-là? Parce que vous décrivez un homme terrible, mais ça existe. Hein. On a vu des scellés, on a vu des dossiers. Je suppose qu'ici même, voilà, on a vu passer. On ne peut pas tout dire ni tout filmer, évidemment. Mais cette figure du mal, vous l'expliquez comment? Elle vient de la société ou elle vient de personnages qui deviennent fous, qui soient... En fait, déjà, il faudrait définir ce que c'est que le mal. Parce qu'il y a plusieurs sortes de mal. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en tant qu'auteur. Il y a l'espèce de mal absolu qui est le tueur en série, qui est quand même un cas très rare, il y en a, mais bon, et qui est très rigolo, si j'ose dire, entre guillemets, à faire, à écrire, dans un roman policier. Mais à côté de ça, il y a plein de sortes de façons de faire le mal. Il y a le mal au quotidien, c'est ce que Hannah Arendt appelait la banalité du mal. Il y a les gens qui font le mal en pensant faire le bien. Ceux qui s'en prennent par exemple à un faux coupable et qui vont le harceler, etc., le menacer de mort. Il y a... mais comme on est dans le crime de jeunes femmes, d'enfants. Comment ça s'explique, ça? Parce que vous êtes dedans depuis des années, on a du mal à comprendre. J'ai pas d'explication. Après, il y a des explications psychiatriques, psychiques, etc. Les psychiatres vont venir. Du reste, très souvent, les experts psychiatres sont même pas d'accord entre eux. Il y en a un qui va dire non, il est pas responsable, l'autre il est responsable, etc. Donc, moi, j'ai pas d'explication. Moi, je suis là, en tant que romancier, on fait un constat. C'est un vrai labyrinthe, on passe plusieurs portes, plusieurs couloirs, Je on va crois que finir c'est par là. se perdre, et c'est par là, entrée interdite. Hein. Oui, on va rentrer quand même, c'est pas grave. Wow. Ah oui, effectivement, vache. on a une vue imprenable sur incroyable. la Major. Toute la ville de Marseille qui est du côté ouest. C'est magnifique. Quelle vue. Ah, puis là, on a la mer qui est juste en face. Sur les îles. Oui, ça change de l'atmosphère pesante là, du couloir de la brigade criminelle. Là, moi, je suis incapable d'écrire un truc qui se passe ici. Il y a trop de soleil, trop de lumière. Alors, moi, j'aime bien les atmosphères. Il pleut, il neige. Ah oui. C'est très... Voilà, un peu le ciel est bouché. Là, il y a trop de lumière, il y a trop de positif pour vous. Là, c'est pour Jean-Claude Izzo, qui d'ailleurs en parlait magnifiquement à Marseille, qui a écrit des chefs-d'œuvre du noir. Non, puis alors là-bas, on a Notre-Dame de la Garde qui est là.
C'est incroyable. Hein. Alors on le disait, Bernard Minier, il y a une forme de voyeurisme à vouloir comprendre comme ça les grandes affaires criminelles. On l'a vu récemment sur le plan médiatique avec Dupont de Ligonnès, Oui, avec je suis bien placé pour Jonathan le savoir. Daval, Oui. ou encore le meurtre présumé, le meurtre mystérieux du petit Émile. Oui. Bien placé pour le savoir. Pourquoi? Parce que Dupont de Ligonnès, la dernière fois, il est filmé par les caméras de surveillance à Roquebrune-sur-Argent. Oui, oui. Il a un roman dans les mains quand il sort de sa chambre d'hôtel. Et c'est glacé, c'est mon roman. Ah bon? Oui, oui, Je savais pas ça. il a été filmé par les caméras de surveillance. La police de Nantes a même lu le livre pour avoir des informations. Oui, oui, la dernière fois où il est filmé, il a mon roman à la main. Ah bon? Et en plus, il regarde la caméra de surveillance avant de disparaître. Ouais, ça, oui. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Effectivement, alors voyeurisme, la volonté de comprendre, pour moi, c'est pas du voyeurisme, c'est tout le contraire. La volonté de comprendre, c'est au contraire une démarche saine. Parce que le voyeurisme, il est ailleurs. Le voyeurisme est dans cette espèce de fascination morbide pour tous ces crimes. Et c'est deux choses différentes. Ouais. Mais ce spectacle médiatique, Oui, parce il que je brouille les décris, pistes parfois, que ou je pas? décris dans H, où Oui, bah, c'est effectivement ça. il y a Ouais. une espèce de présentateur Ouais. d'une émission de trash exact, oui. qui peut-être évoquera quelque chose à certains. Oui, non, ça c'est le côté sordide, c'est le Ouais. côté morbide, c'est le côté fascination un peu malaisante. Mais après, il y a la volonté de comprendre à la fois des enquêteurs, du romancier, qui est tout autre chose pour moi. Et du reste, il y a des choses que je m'interdis de faire dans mes romans, par exemple des scènes avec des enfants. Ça, je refuse de le faire. D'accord. Parce que je ne veux pas non plus sombrer dans le sordide, dans le morbide. On reste dans quelque chose de, j'espère, de très humain. Bon, merci beaucoup Bernard Minier. J'étais Merci à ravi de vous accueillir chez nous finalement, à l'hôtel de police de Marseille. Non, sincèrement, on remercie beaucoup la police nationale qui nous a autorisé à circuler dans ces lieux, avec des lieux qui sont généralement infréquentables pour le public. Et moi, je vous remercie de m'avoir ouvert ces portes et de m'avoir permis de découvrir cet évêché que je ne connaissais pas. Et ça a été vraiment très intéressant. Je remercie aussi évidemment la police qui vous a autorisé, vous. Mais grâce à vous, j'ai pu découvrir tout ça. Donc, merci beaucoup. Un roman sur Marseille, il faudra essayer. Même si c'est trop lumineux, Bernard. il y a- Il faut arrêter maintenant. Marseille, c'est important aussi. Ah, il y a quand même de très grands auteurs ici. Hein. Oui, La c'est concurrence est rude. C'est vrai. Donc, voilà. Non, mais merci. C'était magnifique. C'était Bon, très merci. intéressant. Et j'espère que vous ne reviendrez pas ici dans d'autres circonstances parce que c'est fermé au public, mais pas pour tous les publics. Oui, j'ai c'est bien ça le compris. problème. J'essaierai d'éviter les gardes à vue qui sont C'est ça, qui sont où au on sous-sol, était. Ouais. parce que pendant que vous attendez, moi je me renseignais, je posais déjà des questions aux gens d'ici. C'est la déformation professionnelle. Bon, à bientôt Bernard, merci. À bientôt, merci à vous. On quitte le soleil et le vent pour un retour en studio avec notre club de lecture. Une jeune lycéenne est en plateau avec nous. Bonjour Moera. Bonjour. On te retrouvera dans quelques minutes, dans 2 minutes. Mais avant, on va rejoindre notre libraire belge, Déborah Damblon, pour la pépite de la semaine. Bonjour Déborah. Bonjour Emmanuel. Vous êtes libraire à Bruxelles, dans la librairie du Théâtre Le Public. Une bande dessinée aujourd'hui avec le très grand Jean-Claude Servet que j'adore. Le fabuleux Jean-Claude Servet que vous adorez, qui lui adore toujours la nature, les animaux, les fresques historiques. Et dans ce 3e volume de la série, il s'empare du corbeau. Ah. Est-ce que vous êtes plutôt le team qui a peur des corbeaux ou celui qui les trouve magiques ? Non, j'ai peur que ça me porte malheur, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est un oiseau très intelligent. Vous savez qu'il peut reconnaître un lieu et une personne. C'est un sacré spécimen, hein, le corbeau. Et donc le sujet, c'est le corbeau, le sujet de sa BD ? Mais oui, mais évidemment que je sais tout ça, Emmanuel, j'ai lu le livre. Ouais. Donc, dans la bande dessinée, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, Ouais. et on suit Éléonore. Éléonore, c'est une jeune fille qui a un grand corbeau apprivoisé et qui va évoluer avec ce corbeau. Ouais. Et bien sûr, évidemment, une jeune fille qui a un corbeau apprivoisé, les gens sont comme vous, Emmanuel, les gens sont comme vous, ils ont peur que ça porte malheur. Alors que ce sont des animaux tellement intelligents. Et Servet, il nous emporte dans toutes les légendes qui parlent des corbeaux, en bien, en moins bien, qui font peur et qui nous consolent. Et c'est fabuleux, comme toujours avec lui. La faune symbolique, en tout cas, c'est une série qui s'intéresse à des animaux, des contes et légendes. C'est un concept très particulier, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. Il avait fait ça avec le cerf aussi, je crois. Ça fonctionne
Très très bien, le cerf et le renard. Et le renard. Donc le corbeau, c'est le troisième volume. Les D'accord. précédents, c'était le cerf et le renard, qui sont aussi des animaux mythiques. Bon. Découvrez-les. Très Mais bon conseil. Le corbeau, c'est mon chouchou. Il faut découvrir en tout cas l'œuvre de Jean-Claude Servet si vous ne la connaissez pas et si vous ne connaissez pas l'auteur. La faune symbolique, donc c'est aux éditions Casterman, je crois, ou Dupuis ? Dupuis. Dupuis, pardon. Merci beaucoup Déborah, merci à vous. Je rappelle que vous êtes libraire à Bruxelles, dans la librairie du Théâtre Le Public. Restez avec nous, vous allez adorer le choix de notre lycéenne aujourd'hui. Dans cette émission, vous le savez, nous donnons la parole aux lycéens chaque semaine. Aujourd'hui, donc, c'est Moira qui est avec nous. Tu as 16 ans, tu es en première au lycée Albert Ier de Monaco et tu as choisi une grande autrice belge. Oui, c'est ça. Alors du coup, j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui un livre qui m'a profondément marqué et qui m'a donné envie de lire. En fait, c'est une des premières séries qui m'a vraiment marqué. Ouais. Donc c'est La Passe Miroir et plus particulièrement le premier tome, donc Les Fiancés de l'hiver, de Christelle Dabos. Ah oui. Oui, alors on suit l'histoire d'une jeune héroïne, Ophélie, qui vit dans un monde fragmenté, fracturé, où plusieurs arches cohabitent mais se connaissent mal, et donc elle va être envoyée par sa famille dans une arche polaire, donc vraiment aux antipodes de ce qu'elle connaît et de l'arche dans laquelle elle a toujours vécu. Et elle va donc expérimenter la froideur d'une noblesse, qui est dure, et essayer de cohabiter avec son nouveau mari. Et au fil de la série, on découvre de plus en plus de péripéties, et voilà, à la fin, on apprend pourquoi et comment ce monde a été fragmenté. Et, c'est un peu de la fantaisie, c'est ça, hein? Oui, c'est de la spécialiste de la fantaisie, Christelle Dabos. Exactement. Alors, figure-toi qu'il y en a une, dès que je présente une émission, elle me parle de Christelle Dabos. Et moi, la fantaisie, c'est pas du tout mon truc, mais pas du tout. Et Déborah Damblon, qui est toujours avec nous, doit être ravie, parce que c'est un peu sa revanche aujourd'hui. Déborah? Tellement. Tellement. D'ailleurs, Moira, tu es déjà ma meilleure amie. Et je suis sûre, Emmanuel, je suis sûre et certaine que Moira, elle aime sûrement les corbeaux, elle les trouve magiques comme moi. Eh bah oui. Ouais, bah oui, c'est ça. Bien sûr. Mais je crois qu'on peut confier que tu as des origines belges, hein, Moira. Oui, je suis née en Belgique et j'ai habité en Belgique. Non mais voilà, c'est une histoire de Belge en fait. Oui. Christelle Dabos, les corbeaux, Déborah, Moira, c'est une histoire de Belge. En tout cas, tu achètes des livres et tu en lis. Bravo, félicitations Moira. Merci pour ce conseil. Donc si vous aimez la fantaisie, vous l'avez compris, entre Déborah et Moira, vous serez obligés de lire un jour Christelle Dabos. Oui. Merci beaucoup. Je rappelle que tu es en première au lycée Albert Ier, donc bonne chance pour les résultats du bac de français. On pense évidemment à tous les élèves de première au lycée. Merci à tous, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cette émission vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Faites passer le message. Merci à toute la formidable équipe qui m'accompagne. Bonne semaine ou bon week-end à tous. À la semaine prochaine.